Lors d'une fête, mes enfants m'ont humilié en m'enfermant dans le garage pour m'empêcher de gâcher leur plaisir. Découvrez ma riposte inattendue dans cette histoire captivante de trahison et de justice. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. À la fête, mes enfants m'ont enfermé dans le garage. Ne gâche pas notre plaisir. Mais dans ma 7e décennie, j'ai réalisé une vérité simple. Plus on vieillit, plus les enfants vous regardent comme une gêne mal comprise. Je m'appelle Marguerite Lefebvre. J'ai 66 ans. J'ai passé toute ma vie à enseigner à l'école primaire dans une petite école de Cagnes-sur-Mer. J'ai appris à lire et à écrire aux enfants pendant 37 ans avant de prendre ma retraite. Aujourd'hui, je conduisais ma vieille Citroën jusqu'à la maison de mon fils aîné, Étienne, et mon cœur battait plus vite que d'habitude. C'était l'anniversaire de mon petit-fils Lucas. Il fêtait ses 14 ans. Toute la famille se réunissait pour la première fois depuis des mois en m'arrêtant devant la maison à 2 étages d'Étienne, en banlieue de Cagnes-sur-Mer. La rue était déjà bordée de voitures. Me garant sur le côté, j'ai lissé une mèche grise échappée de mon chignon. Regardant mon reflet dans le rétroviseur, les rides autour de mes yeux s'étaient creusées, mais mes yeux restaient du même bleu que ceux de mon défunt mari, Étienne. Il était mort il y a 5 ans. Depuis, nos enfants me traitaient différemment, avec cette indulgence réservée aux vieux sans défense. J'ai pris un cadeau soigneusement emballé sur le siège passager, un kit pour construire un avion radiocommandé. Lucas avait toujours été passionné par la technologie. « Mamie est là ?» a crié quelqu'un. Alors que je montais les marches du porche, la porte s'est ouverte d'un coup. Mon petit-fils Lucas est apparu sur le seuil. Un adolescent dégingandé avec des taches de rousseur. Un sourire si semblable à celui d'Étienne. « Salut, mamie !» Il m'a enlacé un peu maladroitement, comme s'il accomplissait un rituel obligatoire. Je comprends qu'à 14 ans, enlacer sa grand-mère devant ses amis n'est pas très cool. Joyeux anniversaire, mon chéri, j'ai dit, lui tendant son cadeau. Ne l'ouvre pas tout de suite, que ce soit une surprise. Dans le couloir, mon fils aîné, Étienne, m'a accueilli, un homme grand de 44 ans, aux tempes grisonnantes, l'air perpétuellement préoccupé. Il travaillait comme manager dans une compagnie d'assurance, voyait toujours la vie à travers le prisme des risques et des bénéfices. « Maman, tu es en retard », a-t-il dit au lieu de me saluer, jetant un œil à sa montre. On allait commencer sans toi. Il y avait du trafic sur la route principale. J'ai menti. En réalité, j'avais juste mis du temps à choisir ma tenue. Et tout le monde est là. Étienne m'a pris par le coude, me guidant vers le salon où les voix bourdonnaient. La musique jouait. Le salon d'Étienne et sa femme, Céline, était spacieux, impeccablement décoré, comme une photo de magazine. Tout ici criait le statut, le succès, canapés en cuir, vases en cristal, tableaux dans des cadres coûteux. Céline était décoratrice d'intérieur, utilisant sa maison comme vitrine pour ses clients. « Chut, maman !» ma fille cadette. Clémence, une femme de 40 ans aux cheveux roux flamboyants, look bohème, s'est précipitée vers moi. Elle m'a enlacée, m'enveloppant d'un nuage de parfum floral. « Oh, comment vas-tu ? Tu as l'air fatiguée. » Clémence était toujours la plus émotive de mes enfants. Après 2 divorces, elle s'était trouvée dans la création de pièces en céramique vendues en ligne. Sa situation financière était aussi instable que son humeur. « Ah, je vais bien, ma chérie. » J'ai souri. Juste un peu fatiguée de la route. Tu dois te reposer plus. Clémence a secoué la tête. Oh, et au fait, cette robe, peut-être.
Aurais-tu dû porter quelque chose de plus vif? J'ai des vêtements qui t'iraient bien. J'ai baissé les yeux sur ma robe bleu foncé à col blanc. Le classique ne se démode jamais, mais Clémence trouvait mon style ennuyeux. Dans un coin du salon, j'ai remarqué mon fils cadet, Simon, avec sa femme, Isabelle. Simon, employé de banque de 37 ans, était le plus discret de mes enfants. Isabelle, en revanche, avait une forte personnalité, contrôlant totalement leur vie familiale, à ce que je pouvais voir. Marguerite. Isabelle m'a fait signe, sans bouger. Elle ne m'appelait jamais maman ou belle-maman, seulement par mon prénom, comme si nous étions de simples connaissances. Je me suis approchée pour les saluer. Simon m'a enlacée. Mais Isabelle m'a juste fait un bref signe de tête. « Comment allez-vous? Les enfants. » J'ai demandé. « Comment vont mes petites filles? » Dis, filles? Camille et Léa sont dehors avec les autres enfants, a répondu Simon, ajustant ses lunettes. Elles vont bien. Camille a gagné un concours de maths à l'école. Et Léa a des problèmes en français, a ajouté Isabelle avec une pointe d'irritation. Son professeur dit qu'elle ne fait pas assez d'efforts. Je pourrais l'aider, a proposé. Après tout, j'ai enseigné toute ma vie. Nous avons engagé un tuteur. Isabelle m'a coupé. Les méthodes d'enseignement ont beaucoup changé depuis votre époque. Marguerite. J'ai ressenti une pointe de douleur, mais n'ai rien dit. Discuter avec Isabelle était inutile. En regardant autour, j'ai remarqué une tension dans l'air. Étienne vérifiait son téléphone avec un air inquiet. Clémence triturait nerveusement le bracelet à son poignet. Simon semblait abattu. Isabelle irritée. Quelque chose se passait dans ma famille. Quelque chose qu'il ne me disait pas. Céline, une blonde mince au maquillage parfait, sourire froid, s'est approchée de la table chargée d'amuse-bouche. Marguerite, ravie de vous voir, a-t-elle dit, évitant mon regard. J'espère que vous n'avez pas apporté de gâteau. J'ai commandé un dessert spécial sans gluten, sans sucre. Les enfants mangent trop de cochonneries. Non, j'ai juste apporté un cadeau pour Lucas, a répondu. Mais je peux aider en cuisine, si besoin. Oh, ne vous embêtez pas. Céline a vite objecté. Tout est sous contrôle. Je me suis dirigée vers le canapé, m'asseyant près de Lucas, qui déballait déjà mon cadeau. Ah, waouh! A-t-il exclamé en voyant le kit d'avion. C'est génial. Même, merci. Sa joie sincère m'a réchauffé le cœur. Je voulais lui demander des nouvelles de l'école, de ses amis, mais à ce moment, Étienne et Céline se sont approchés. Lucas, pose ton cadeau pour l'instant. A dit Étienne. On va couper le gâteau. Ensuite, tu ouvriras tous tes cadeaux. Mais, papa, c'est un avion qu'on peut construire? Lucas a protesté. J'ai dit, pose-le. Étienne a répété d'un ton sans appel. J'ai remarqué la tristesse sur le visage de mon petit-fils, ne pouvant m'en empêcher. Étienne, le garçon voulait juste regarder son cadeau. Qu'y a-t-il de mal? Étienne m'a regardé avec une irritation évidente. Maman, nous avons des règles dans cette maison. S'il te plaît, ne sapez pas mon autorité devant mon fils. Je n'en avais pas l'intention. Ne gâchons pas la fête. Céline est intervenue avec un sourire forcé. Marguerite, peut-être pourriez-vous aider à dresser la table. Les enfants veulent jouer à un jeu de société avant le gâteau. Je me suis levée, suivant Céline en cuisine. Sentant le regard de Lucas sur moi, mon petit-fils a remis l'avion dans la boîte. L'air de quelqu'un qu'on vient d'interdire de s'amuser. En cuisine, Céline a commencé à disposer des canapés sur un plateau, n'ayant clairement pas besoin de mon aide. Que se passe-t-il?
A.I.G. demandait franchement. Je sens que quelque chose ne va pas. Céline s'est figée un instant, puis a soupiré. Rien. Marguerite, Étienne traverse juste une période difficile au travail. Vos commentaires n'arrangent rien. Quels commentaires? Je voulais juste que Lucas profite de son cadeau. Ce n'est pas que ça. Céline a baissé la voix. Chaque fois que vous venez, vous essayez de nous apprendre à élever nos enfants. C'est agaçant. Je sentais mes joues rougir de douleur, d'indignation. Je n'apprends rien à personne. Je veux juste être impliquée dans la vie de mes petits-enfants. Participer est une chose, s'immiscer en est une autre. Céline a rétorqué, revenant à ses canapés. À ce moment, Clémence est entrée en cuisine. « De quoi chuchotez-vous » a-t-elle demandé, nous regardant avec suspicion. « Rien de particulier. » a répondu Céline. « Juste le menu. »« Maman, Clémence s'est tournée vers moi. Pourrais-tu jeter un œil à la tondeuse dans le garage ? Étienne dit qu'elle fait un bruit étrange. Tu t'y connaissais toujours. Comme papa ? Dans le garage. Maintenant, A.I.G. demandait, surprise. Ne vaut-il pas mieux fêter l'anniversaire de Lucas d'abord ? Ça ne prendra que 5 minutes. Clémence a insisté. Les enfants veulent jouer à Monopoly avant le gâteau. Tu vas t'ennuyer. Quelque chose dans sa voix sonnait faux, mais j'ai décidé de ne pas discuter. Peut-être mes enfants voulaient vraiment parler de quelque chose sans moi. D'accord. Montre-moi où est la tondeuse. Clémence m'a conduite à travers la maison jusqu'à la porte du garage, avec un soulagement évident en chemin. J'ai vu qu'elle échangeait un regard avec Simon, debout à l'entrée du salon. Le garage d'Étienne était spacieux, parfaitement organisé, comme tout dans sa maison. La tondeuse était contre le mur du fond. Là, c'est Clémence l'a désignée. Étienne dit qu'elle fait un bruit bizarre quand il la démarre. Regardez. Je me suis penché vers la tondeuse. Bien que je ne connaisse presque rien à la technologie moderne, Étienne était le bricoleur de la famille. Pas moi. Merci, maman. Clémence a dit soudain, se dirigeant rapidement vers la porte. Attends, tu ne vas pas me montrer le problème. A.I.G. demandé, surprise. Étienne expliquera plus tard, a-t-elle dit par-dessus son épaule. S'éclipsant, j'ai entendu le verrou cliquer, mais figeant de confusion. Une seconde plus tard, j'ai compris, j'étais enfermée. Je me suis précipitée vers la porte, secouant la poignée, mais elle ne bougeait pas. Clémence. A.I.G. appelé. Que se passe-t-il? Ouvre la porte. Désolée, maman. Si la voix étouffée de ma fille m'a atteinte. Nous devons discuter de quelque chose sans toi. Nous t'ouvrirons dans une heure. Je promesse. Quoi? Tu plaisantes. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ouvre la porte immédiatement. Maman. J'entendais maintenant la voix d'Étienne. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Il y a une chaise où tu peux t'asseoir. Nous voulons parler d'affaires familiales. Honnêtement, tes conseils ne vont pas aider maintenant. Rien de personnel, maman. A ajouté la voix de Simon. Reste tranquille, ne nous dérange pas. D'accord. J'ai resté figé au milieu du garage, sentant l'odeur du bois de pin et la brise saline de Cagnes-sur-Mer. Mes propres enfants m'avaient enfermée comme une enfant désobéissante, pour ne pas les gêner. Mes yeux piquaient de larmes de douleur, de colère. Pourquoi me faisait-il ça? Qu'avais-je fait? Ah, mamie! Une voix douce est venue de l'autre côté de la porte. C'était Léa, ma plus jeune petite fille. Vas-tu bien? Oui, ma chérie.
a IG répondu, essayant de sembler calme. Ne t'inquiète pas pour moi. Léa va à l'intérieur. La voix tranchante d'Isabelle a retenti. J'ai entendu la fille s'éloigner en courant. Je me suis lentement assise sur une chaise dans le coin du garage. Mes enfants, que j'avais élevés avec amour, avaient décidé que je n'étais pas digne d'être présente à un conseil de famille, que j'étais juste une nuisance à écarter, assise dans la pénombre du garage. Je me souvenais comment Étienne aimait bricoler ici. Quand nous venions chez Étienne fils, il était bricoleur, pouvait tout réparer, puis cela m'a frappé. Étienne, le garage, la porte secrète. Je me suis levée, regardant autour avec un intérêt renouvelé. Si ma mémoire était bonne, il devait y avoir un passage quelque part ici, qu'Étienne avait fait il y a des années. Quand Lucas était bébé, un passage que nos enfants ignoraient, menant directement à la réserve de la cuisine. Je me tenais au milieu du garage, scrutant la lumière faible, me souvenant des mots d'Étienne. La première vague de ressentiment s'était calmée, laissant place à une détermination froide. Si mes enfants pensaient pouvoir m'enfermer et continuer à s'amuser, ils ne connaissaient pas bien leur mère. La porte secrète devait être quelque part ici. Je me souvenais clairement comment Étienne me l'avait montré il y a des années. Je longeais le mur du garage, palpant chaque centimètre. L'éclairage laissait à désirer, une seule ampoule faible au plafond. Mais je me rappelais que le passage était derrière une grande armoire à outils en bois. Étienne l'avait fabriquée quand Lucas avait environ 5 ans. Marguerite, avait-il dit, souriant légèrement, les enfants ont besoin d'un miracle à Noël. Et pour un miracle, il faut un Père Noël qui place discrètement les cadeaux sous le sapin. L'armoire était toujours là, couverte de casques de vélo, du vestes. Je m'en suis approchée, tirant doucement sur le bord. L'armoire était étonnamment légère, glissant presque sans effort. Derrière, une petite porte, peinte de la même couleur grise que le mur du garage. Invisible si on ne savait pas où chercher, mon cœur battait plus vite. Je me suis agenouillée devant la porte, cherchant une petite latche, malgré son âge. Elle a cédé facilement. La porte s'est ouverte sans bruit. Étienne veillait toujours à ce que les charnières soient bien huilées. Devant moi, un passage sombre, étroit. Le tunnel menait directement à la réserve de la cuisine, m'avait expliqué Étienne. J'avais convaincu Étienne fils de faire un peu de travaux quand ils ont acheté la maison, disant que la réserve serait plus pratique avec une étagère supplémentaire pour les conserves. Et j'avais percé le mur depuis le garage moi-même. Étienne était un romantique incorrigible. Il aimait créer de la magie de Noël pour ses petits-enfants. Chaque année, il se glissait par ce tunnel pour placer les cadeaux sous le sapin pendant que tous dormaient. Je me suis faufilée dans le tunnel, plus étroit que dans mon souvenir. Apparemment, j'avais pris un peu de largeur avec les années, et je n'étais plus assez jeune pour ramper dans des passages étroits, mais mon ressentiment me donnait de la force. Je bougeais lentement, prudemment, pour ne pas faire de bruit. La dernière chose que je voulais était d'être découverte au milieu de cet espace. Ce serait un embarras total. Le tunnel était court, seulement quelques mètres. À la fin, je voyais une autre petite porte. Je me suis approchée, écoutant. Silence. Cela signifiait que personne n'était dans la réserve. J'ai poussé la porte prudemment. Elle s'est ouverte. La réserve était une petite pièce remplie d'étagères de matériel de cuisine, de conserves. La seule lumière venait d'une fente sous la porte menant à la cuisine. Je suis sortie du tunnel, refermant doucement la porte derrière moi, époussetant ma robe. Puis je me suis approchée de la porte, collant mon oreille. J'entendais des voix venant de la cuisine. Je reconnaissais Céline et Isabelle discutant, faisant cliqueter la vaisselle. « Es-tu sûre qu'elle sera à l'aise là-dedans » demandait Isabelle.
Ce n'est pas une jeune fille. Après tout, il y a une chaise. Ce n'est pas pour longtemps, répondait Céline. Nous devons discuter aujourd'hui, tant que nous sommes tous ensemble. Tu connais Marguerite? Elle commencerait à nous donner des conseils, comme si nous étions encore des enfants. Simon s'inquiète. La voix d'Isabelle s'est faite plus basse. Il dit que c'est cruel. Rappelle à ton mari que nous parlons du bien-être de sa mère, a dit Céline. Nous ne sommes pas les premiers à gérer ces problèmes avec des parents âgés. J'ai froncé les sourcils. De quoi parlait-elle? Quel bien-être? Maman, une voix d'enfant a retenti. Quand coupe-t-on le gâteau? Je veux du gâteau? Attends, Camille, a répondu Isabelle. Les adultes doivent parler d'abord. Où est mamie? A demandé la fille. Mamie est occupée, a répondu Isabelle, tranchante. Va jouer avec les autres enfants. J'ai entendu la porte de la cuisine s'ouvrir, se fermer. Derrière le mur, les voix se sont tuées. J'ai entr'ouvert la porte de la réserve de quelques centimètres, jetant un œil. La cuisine était vide. C'était le moment parfait pour sortir et comprendre ce qui se passait. Mais au lieu de sortir et faire une scène, j'ai décidé de faire autre chose. Et si j'utilisais cette situation pour découvrir ce que mes enfants voulaient vraiment discuter, pourquoi tenaient-ils tant à m'exclure de la conversation? J'ai quitté la réserve. Traversant la cuisine sur la pointe des pieds, je connaissais bien la maison d'Étienne, savais que depuis la cuisine, on pouvait aller discrètement dans un petit couloir menant à la salle de bain des invités. De là, on pouvait tout entendre du salon. Glissant dans le couloir, je me suis arrêté à la porte de la salle de bain, écoutant. J'entendais les voix étouffées de mes enfants venant du salon. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas discuter normalement avec maman, disait Simon. L'enfermer dans le garage, c'est trop... Parce qu'elle fera une crise, comme la dernière fois que j'ai suggéré d'embaucher une femme de ménage, a répondu Étienne. Elle est têtue, ne veut pas admettre qu'elle ne peut plus gérer seule. Arrête, a interjeté Clémence. Maman est parfaitement saine d'esprit, elle va très bien, elle est juste seule dans cette grande maison. Seule, Étienne a ricané. As-tu vu ces factures de chauffage? Elle chauffe toute la maison, juste parce qu'elle refuse de déménager dans un appartement plus petit. Ce n'est pas pratique. A lancé Étienne. Les souvenirs peuvent être gardés dans des albums photos. L'argent est mieux dépensé pour une vieillesse décente que pour chauffer des pièces vides. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Voilà ce qu'il voulait discuter. Mon déménagement de la maison où j'avais vécu toute ma vie avec Étienne, où mes enfants avaient grandi, une maison où chaque coin gardait des souvenirs de notre famille. J'ai trouvé une excellente maison de retraite, a ajouté Isabelle. Les jardins d'Azur. Ils ont du personnel médical, organisent des activités, servant 3 repas par jour. Et, surtout, elle sera parmi des gens de son âge, pas seule dans cette immense maison. Une maison de retraite, a répété Clémence. Êtes-vous fou? Maman n'acceptera jamais. C'est pourquoi nous en discutons sans elle, a soupiré Étienne. Nous devons d'abord tout décider entre nous, puis lui présenter un fait accompli. Sinon, elle résistera, comme avec la voiture. Je me souvenais de notre dernière grande dispute. Étienne avait essayé de me convaincre de vendre ma vieille Citroën, d'arrêter de conduire. Nous nous étions beaucoup disputés. J'avais dit des choses dures, n'avais pas répondu à ses appels pendant 2 semaines. À la fin, j'avais gardé la voiture, mais Étienne était encore blessé. As-tu pensé à simplement lui rendre visite plus souvent? A demandé Simon.
passer une fois par semaine, aider à la maison, l'inviter. J'ai un travail, 2 enfants, plein de responsabilités, a répondu Étienne. Je ne peux pas traverser la ville chaque semaine. Et vendre sa maison n'a rien à voir avec le fait qu'elle est dans une zone où l'immobilier est prisé pour un nouveau centre commercial, a soudain demandé Clémence. La pièce, sais-tu? Qu'est-ce que ça a à voir? A demandé Étienne. Froid. Tu sais exactement ce que je veux dire, a insisté Clémence. Ta compagnie d'assurance finance ce projet? Tu nous as dit à Noël combien d'argent ça rapporterait aux investisseurs. Je veux juste que notre mère vive dans le confort, la sécurité, a dit Étienne fermement. Et toi, comme toujours, tu cherchais un piège là où il n'y en a pas. Assez. Céline est intervenue. Vous vous disputez comme des enfants? Il faut résoudre ça calmement, rationnellement. Demandons aux enfants, a proposé Isabelle soudain. Lucas, Camille, Léa, venez ici. J'ai entendu le bruit des pas des enfants. Les enfants, a dit Isabelle d'une voix mielleuse. Pensez-vous que mamie Marguerite serait plus heureuse dans une belle maison avec d'autres mamies? Papis, où il y a des médecins, des activités intéressantes. Peut-on lui rendre visite? A demandé Lucas. Bien sûr, a assuré Étienne, même plus souvent que maintenant, car cette maison sera en ville, pas loin. Alors, peut-être qu'elle sera plus heureuse, a dit Lucas, une certaine. Mais j'aime la maison de mamie, a dit Léa doucement. Ça sent les biscuits, les vieux livres. On peut faire des biscuits partout, a rétorqué Isabelle. Et les livres ramassent la poussière. Maman, mamie Marguerite, aime sa maison, a insisté Léa. Elle dit que chaque fissure dans le mur raconte une histoire. Ma chérie, les adultes savent mieux ce dont les personnes âgées ont besoin, a dit Isabelle. Maintenant, va jouer, nous devons régler ça. J'ai entendu les enfants partir à contre-cœur. Le silence est retombé dans le salon. Puis, Simon a parlé. Peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter? Parlons d'abord à maman. Découvrons ce qu'elle veut. Que va-t-elle dire? Étienne a souri. Je vais très bien. Ne vous mêlez pas de ma vie. Simon, sois réaliste. Maman vieillit. C'est dur pour elle d'entretenir la maison. Le jardin. La dernière fois que j'ai visité, le poche était couvert de feuilles mortes. Le robinet de la cuisine fuyait. Elle ne veut pas admettre qu'elle a besoin d'aide. Offrons-lui de l'aide, pas une maison de retraite, a objecté Simon. Écoute, Étienne a baissé la voix. Il y a autre chose. Le mois dernier, maman a oublié d'éteindre le four. Madame Dupont, sa voisine, m'a appelé, disant qu'elle sentait le gaz. Elle est venue vérifier. Imagines-tu ce qui aurait pu arriver? J'ai fouillé ma mémoire. Il y avait bien eu cet incident. J'avais mis une tarte au four, distraite par un appel de Clémence, puis oublié le four, sortant dans le jardin. Mais était-ce une raison pour m'envoyer en maison de retraite? Un incident ne prouve rien, a insisté Simon. Ça peut arriver à n'importe qui. Et jeudi dernier, quand elle n'a pas reconnu le facteur qu'elle salue tous les jours depuis 15 ans, a continué Étienne. Madame Dupont a dit que maman l'a regardé comme un étranger. Ce n'est pas vrai. Ai-je pensé? Je connais bien notre facteur. Pierre. Il avait juste été remplacé par un jeune homme tatoué. Comment suis-je censé connaître tous les facteurs de la ville? Étienne exagère, a interjeté Clémence. Maman va parfaitement bien pour son âge. Oui, elle est parfois distraite,
mais qui d'entre nous ne l'oublie pas? Ce n'est pas tout. Étienne a soupiré. La maison a besoin de réparations coûteuses. Le toit fuite. La fondation se fissure. Il est plus facile de la vendre maintenant, tant que le prix est bon, utiliser l'argent pour assurer la vieillesse de maman. Mais, et combien de la vente mettrons-nous de côté pour les études de Lucas? A demandé Clémence, sarcastique. Mais, que veux-tu dire? La voix d'Étienne était d'acier. Juste que tu es le seul d'entre nous qui bénéficiera financièrement de la vente de la maison de maman. Ça, a répondu Clémence. Ta compagnie d'assurance travaille avec des promoteurs, n'est-ce pas? Clémence, tu vas trop loin. Céline est intervenue. Non, laisse-la finir. A dit Étienne. Froid. Tu penses que j'essaie de profiter de ma propre mère? Oui. Ma compagnie travaille avec des promoteurs, mais ça n'a rien à voir avec maman dans sa maison. Vraiment. Et la prime dont tu as parlé à Simon, quand vous pêchiez, Clémence a persisté pour apporter de nouvelles propriétés au projet. Et tu écoutais notre conversation. Étienne s'est indigné. Non, Simon me l'a dit, a répondu Clémence. Il était choqué par ton offre. J'ai jeté un œil à la porte du salon, essayant d'imaginer ce qui s'y passait. Étienne voulait-il vraiment vendre ma maison pour son profit? Essayait-il d'impliquer les autres enfants dans cette escroquerie? Je n'ai jamais dit que je voulais vendre la maison de maman pour une prime, a dit Étienne, doucement. En colère, j'ai juste mentionné qu'il y avait une opportunité d'aider à la fois maman et moi-même. Elle ne peut pas vivre là-bas seule de toute façon. La maison est vide la plupart du temps. Et combien auras-tu pour cette aide? A demandé Clémence. 20% du prix de vente, a répondu Étienne à contre-cœur. Mais c'est une commission standard pour les agents immobiliers, rien de spécial. Agent immobilier, a demandé Simon. Tu es agent immobilier maintenant? J'ai une licence, s'est défendu Étienne. Je l'ai obtenue l'année dernière pour gagner un peu plus. Et la première chose que tu as décidé de faire est de vendre la maison de ta mère. Clémence a souri amèrement. Quel début de carrière! Un lourd silence s'est installé dans le salon. Je restais pressé contre le mur, sentant mes mains trembler. Étienne, mon fils aîné, en qui j'avais toujours eu confiance, prévoyait de vendre la maison où j'avais vécu toute ma vie. Pour une prime, utilisant mon bien-être comme excuse? Ce n'est pas vrai, a enfin dit Étienne. Je m'inquiète vraiment pour maman. Elle ne peut pas vivre seule dans une si grande maison. C'est dangereux. L'argent de la vente l'aidera à avoir une retraite confortable. Le fait que je touche une commission n'est qu'un effet secondaire. Un effet secondaire valant 20% de la valeur de la maison. A ricané Clémence. Très pratique. As-tu d'autres suggestions? A lancé Étienne. Peut-être es-tu prête à accueillir maman dans ton petit appartement au-dessus de l'atelier de poterie, ou peut-être paieras-tu une aide à domicile. Oh, j'oubliais, tu arrives à peine à joindre les deux bouts avec tes pots en argile. Étienne, Céline l'a réprimandé. Non, laisse-le finir, a dit Clémence doucement. Vas-y, frère, dis-lui quel échec je suis, qui ne peut pas s'occuper de sa mère, contrairement à toi. Managère à succès, avec une grande maison, une famille parfaite. J'ai entendu des pas s'éloigner. Quelqu'un a quitté le salon. Une seconde plus tard, Clémence est apparue dans le couloir, marchant vite, essuyant des larmes. J'ai à peine eu le temps de me cacher derrière la porte de la salle de bain. Quand ses pas se sont estompés, je me suis penché prudemment. Le couloir était vide. Des voix étouffées venaient encore du salon. Mais impossible de distinguer les mots. Je devais trouver un autre endroit pour écouter
Je me suis déplacée prudemment le long du mur, essayant de ne pas faire craquer le plancher. J'entendrai mieux depuis la salle à manger, reliée au salon par une arche. Une fois dans la salle à manger, je me suis cachée derrière un grand buffet, écoutant. Les voix étaient maintenant plus claires. Depuis ma cachette derrière le buffet, je pouvais entendre la conversation parfaitement. Étienne faisait les 100 pas nerveusement, son ombre vacillant sur le mur. Clémence a toujours été trop émotive. A-t-il dit « Je ne comprends pas pourquoi elle essaye toujours de me faire passer pour le méchant. Parce que parfois, tu te comportes vraiment comme tel, a répondu Simon doucement. Sérieusement, Étienne, 20% de la vente de la maison de maman, et tu dis que c'est pour son bien. Quel est le problème? S'est défendu Étienne. La maison doit être vendue de toute façon. Quelle différence si je prends la commission ou quelqu'un d'autre? La différence est que ça crée un conflit d'intérêts, a expliqué Simon. Tu ne peux pas être objectif quand il s'agit de vendre. Étienne a soupiré lourdement, s'effondrant dans un fauteuil. D'accord, oubliez la commission, je l'abandonnerai, si ça dérange tant, mais vous devez admettre que maman ne peut plus vivre seule dans cette maison. Pourquoi en es-tu si sûre? A demandé Isabelle. Marguerite semble parfaitement capable de s'occuper d'elle-même. Parce que Étienne a bégayé, puis a continué plus bas. Parce que j'ai besoin de cet argent. J'en ai vraiment besoin? Oma. La pièce s'est tuée. Es-tu endetté? A enfin demandé Simon. Pire. Étienne a baissé la voix si bas que j'ai dû tendre l'oreille. Je pourrais perdre mon emploi. L'entreprise réduit ses effectifs. Mon département est sous pression. Si je n'apporte pas une grosse affaire dans les 2 prochains mois, je serai à la rue. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour étouffer un hoquet. Étienne, qui vantait toujours sa carrière réussie, était au bord du licenciement et il avait décidé d'utiliser ma maison comme bouée de sauvetage. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? A demandé Simon. Qu'étais-je censé dire? Salut, je suis un perdant qui va perdre son travail. Étienne a souri amèrement. J'ai essayé de résoudre le problème moi-même. Ce projet de centre commercial. Les oliviers est ma dernière chance. Si j'apporte quelques grandes propriétés, non seulement je ne serai pas licencié, mais je serai promu chef de département. Et tu as décidé de commencer par la maison de maman. Simon a secoué la tête. Oh, sérieusement, sa maison est parfaitement située pour le projet, a expliqué Étienne. Les promoteurs l'ont dans le viseur depuis longtemps. Et oui, je toucherai une belle commission qui aidera à payer les factures pendant que je cherche un nouvel emploi. Si ça ne marche pas, mais maman ne peut vraiment plus vivre là-bas seule. Ce n'est pas une histoire inventée. Céline, silencieuse jusque-là, s'est approchée de son mari, posant une main sur son épaule. « Tu aurais dû nous le dire. » A-t-elle dit doucement. « Nous sommes une famille. Nous pourrions aider. » « Comment pourriez-vous aider ?» a demandé Étienne amèrement. Clémence doit du loyer pour son atelier. Simon arrive à peine à payer son hypothèque. Aucun de vous n'est en position d'aider. Je me suis figée, donc Clémence avait des problèmes financiers. Elle ne m'en avait jamais parlé. Au contraire, elle m'assurait toujours que son entreprise allait bien. Comment sais-tu pour mes dettes? Clémence était à la porte du salon. Elle était revenue et, à en juger par le ton, avait assez entendu. Tu n'es pas la seule à savoir recueillir des informations, a répondu Étienne. Lasse, j'ai vu l'avis de dette dans ton sac. Quand tu es venue pour la fête de la musique, Clémence a rougi, croisant les bras sur sa poitrine. Tu fouillais dans mes affaires. Il est tombé quand tu cherchais tes clés, a expliqué Étienne.
J'ai juste ramassé le papier. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir le montant. 300 € de loyer. Sérieusement. Clémence, depuis combien de temps es-tu en retard? 3 mois, a répondu Clémence doucement, mais j'ai un arrangement avec le propriétaire pour rembourser. Je reçois une grosse commande d'une galerie du centre bientôt. Je rembourserai tout. Et tu n'as rien dit. Étienne a secoué la tête. Et tu m'accuses de ne pas partager mes problèmes. C'est différent. A argumenté. Clémence, je n'essaie pas de vendre la maison de ma mère pour résoudre mes problèmes. Non, tu emprunteras juste périodiquement de l'argent à maman pour des matériaux, sans jamais rembourser, a rétorqué Étienne. Clémence a serré les poings. J'allais tout rembourser dès que je serai payé pour la commande. Bien sûr, a dit Étienne, sceptique, comme la dernière fois et celle d'avant. J'ai mordu ma lèvre. C'était vrai que Clémence me demandait souvent de petites sommes jusqu'au prochain salaire, mais je n'y pensais pas trop. C'était important qu'elle fasse ce qu'elle aimait. J'ignorais que sa situation financière était si grave. C'est assez, a interrompu Simon. Nous nous égarons. Nous parlions de maman et de sa maison. Oui, revenons à maman, a acquiescé Étienne. Le fait est qu'elle ne peut plus vivre seule dans cette grande maison. Nous le comprenons tous. La seule question est de savoir comment la convaincre de déménager. Pourquoi ne pas suggérer qu'elle loue la maison? A demandé Simon soudain. Elle pourrait emménager dans un appartement plus petit, vivre des revenus de la location. Imagines-tu l'état de la maison après le départ des locataires? Étienne a froncé les sourcils. Maman serait horrifiée. Et qui gérerait les problèmes de location, trouver des locataires, les vérifier, gérer les réparations? Toi? Je pourrais, a dit Simon doucement. Hors de question, a répondu Isabelle, tranchante. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu gères à peine ton travail, ta famille. Simon a jeté un rapide coup d'œil à sa femme. C'était Sangre. J'ai remarqué qu'il serrait la mâchoire, mais n'a pas discuté. Isabelle avait sur lui un pouvoir que je ne comprenais pas. Les jardins d'Azur est la meilleure option, a continué Isabelle. J'ai vérifié, les conditions sont très bonnes. Il y a du personnel médical, ils organisent des excursions, des activités. Marguerite ne s'ennuiera pas. On dirait une prison avec commodité, a marmonné Clémence. Tu exagères? Isabelle l'a balayé. Beaucoup de personnes âgées y vivent, très heureuses. Maman n'est pas n'importe quelle personne âgée, a objecté Clémence. C'est une femme indépendante, active, qui a vécu dans sa maison toute sa vie. Comment l'imagines-tu en maison de retraite? Dans une communauté de retraités, a corrigé Isabelle. C'est différent. Même si c'est un hôtel 5 étoiles, a ricané Clémence. Maman sera malheureuse loin de chez elle. Je me sentais reconnaissante envers Clémence pour avoir dit cela. Elle était la seule à vraiment comprendre ce que ma vieille maison représentait pour moi. Il ne s'agit pas de bonheur, mais de sécurité, a objecté Étienne. Et si elle tombe, ne peut appeler à l'aide, ou oublie d'éteindre le gaz, ou se perd en allant au magasin. Tu décris une personne très malade. Clémence a secoué la tête. Maman va parfaitement bien pour son âge. Pour l'instant, oui, a acquiescé Étienne. Mais dans 1 an, 2 ans, mieux vaut décider maintenant, pendant qu'elle peut encore s'adapter à de nouvelles circonstances. À ce moment, la porte du salon s'est ouverte. Céline est entrée
avec un plateau de collation. Les enfants ont faim, a-t-elle dit. Peut-être devrions-nous faire une pause dans cette discussion. C'est l'anniversaire de Lucas, après tout. D'accord. Étienne a frotté ses tempes. Revenons-y plus tard. Au fait, quelqu'un n'a-t-il vérifié comment va maman dans le garage? Je me sens mal à l'aise. J'ai complètement oublié que j'étais censé être enfermé dans le garage. J'ai pensé, et si quelqu'un va vérifier, et que je ne suis pas là, je vais voir. Isabelle s'est portée volontaire. J'ai besoin d'air frais. Toute cette discussion me fatigue. Elle s'est dirigée vers la porte, et j'ai réalisé que je devais retourner au garage rapidement, mais comment sans être vue? Heureusement, Isabelle a arrêté Céline. Où est le gâteau? Les enfants en ont assez d'attendre. Dans le frigo, mais a répondu Céline. Mais je voulais le servir plus tard, après le plat principal. Les enfants ont faim maintenant, a insisté Isabelle. Surtout Camille. Tu sais comme elle est difficile quand elle a faim. Céline a soupiré. D'accord, je vais chercher le gâteau, mais d'abord, il faut allumer les bougies, rassembler tout le monde. Pendant qu'elles étaient distraites par la conversation sur le gâteau, j'ai saisi l'occasion, glissant discrètement hors de la salle à manger dans le couloir. Maintenant, je devais trouver un moyen sûr de retourner au garage ou au moins un endroit pour me cacher et réfléchir. Je me suis déplacé prudemment dans le couloir vers l'escalier, menant au 2e étage. Il y avait trop de monde en bas, trop de risques d'être vu. Ce serait plus calme en haut. Montant les escaliers, je me suis retrouvé dans un long couloir avec plusieurs portes. La chambre d'Étienne et Céline, la nurserie de Lucas, la chambre d'Amy, la salle de bain. Je connaissais bien cette maison. Y étant venu des dizaines de fois, une voix douce venait de la porte entr'ouverte de la nurserie. Quelqu'un était là. Je me suis approché, jetant un œil par l'entrebâillement, assise sur le lit. Ma plus jeune petite fille, Léa, une fille de 10 ans, aux longs cheveux noirs tressés en queue de cheval, écrivait dans un carnet à couverture brillante, s'arrêtant parfois pour regarder pensivement par la fenêtre. J'ai frappé doucement à la porte. Léa a sursauté, refermant le carnet. « Mamie » a-t-elle exclamé, surprise. « Bon, n'es-tu pas dans le garage ?»« Ah, chut !» J'ai mis un doigt sur mes lèvres, glissant dans la pièce, fermant la porte derrière moi. Je me suis échappé, mais ne dis rien à personne. D'accord. Les yeux de Léa se sont écarquillés, puis elle a gloussé. Comment es-tu sortie? Il y a un verrou sur la porte. Ton grand-père était bricoleur. Lui ai-je fait un clin d'œil? Il m'a laissé un passage secret. Vraiment. Comment? Léa a demandé, excitée. Ça, c'est un secret. Aïgé d'être, m'asseyant à côté d'elle sur le lit. Que fais-tu? Léa a rougi, pressant le carnet contre sa poitrine. Rien de spécial. Juste des pensées. Un journal. J'ai deviné. J'avais un journal à ton âge. J'y écrivais mes secrets, mes rêves. Léa a hoché la tête, hésitante. Oui, quelque chose comme ça. Maman dit que c'est idiot, mais j'aime écrire ce que je ressens. Ce n'est pas idiot. Aïgé dit sérieusement, parfois, nos pensées deviennent plus claires quand on les écrit. Léa m'a regardé avec gratitude, demandant soudain, Mamie, est-ce que vrai qu'ils veulent t'envoyer en maison de retraite? J'ai soupiré. Donc les enfants en avaient discuté devant leurs petits-enfants. Ton oncle Étienne pense que je serai mieux là-bas. Aïgé répondit prudemment. Veux-tu y aller?
Léa m'a regardé avec ses grands yeux gris, si semblables à ceux d'Étienne. Non, j'ai répondu honnêtement. J'aime ma maison. C'est là que vivent mes souvenirs. Ça. Léa a hoché la tête, compréhensive. Je pensais bien. Maman dit que c'est mieux pour les vieux de vivre avec d'autres vieux. Mais je ne comprends pas pourquoi. Si j'étais envoyée vivre avec d'autres enfants, je mourrais de mal du pays. J'ai souri de sa franchise. Parfois, les adultes prennent des décisions, pensant savoir ce qui est mieux pour les autres. Comme ta maman décide tout pour toi. Léa a soupiré. Quel livre lire? Avec qui être amie? Quelles matières sont importantes? Elle me force même à faire du ballet, même si je déteste ça. Je veux faire de la photo, mais maman dit que c'est une perte de temps. Je me souvenais comment Isabelle essayait toujours de contrôler non seulement la vie de ses enfants, mais aussi celle de son mari. Simon discutait rarement avec elle, préférant la paix dans la famille aux conflits ouverts. As-tu parlé à ton papa de ça? Aïdjé demandé. Léa a secoué la tête. Papa est toujours d'accord avec maman. Il dit qu'elle sait ce qui est mieux pour mon avenir. Comme cela semblait familier, Simon, mon cadet, avait toujours été le plus docile de mes enfants. Enfant, cela semblait charmant. Mais adulte, c'était devenu un problème. Tu sais, parfois, il faut défendre ce qui est vraiment important pour toi. Aïe, j'ai dit, même si ça signifie être en désaccord avec ceux que tu aimes. Léa a regardé son journal, pensive, puis me l'a tendu soudain. Veux-tu le lire? Mais ne dis rien à maman. Elle ne me laisse montrer mon journal à personne. J'étais touchée par son geste de confiance. Es-tu sûre? Oui. Léa a hoché la tête. Je pense que tu comprendras. J'ai pris le carnet à couverture brillante. L'ouvrant soigneusement, l'écriture soignée de Léa remplissait les pages. Entre les entrées, des photos prises avec un téléphone, imprimées sur une petite imprimante. Aujourd'hui, maman m'a encore crié dessus pour ma note en maths. Elle a dit que je n'entrerai jamais dans une bonne université si je suis si paresseuse. Je ne suis pas paresseuse. Je ne comprends juste pas ces équations. Quand j'ai essayé d'expliquer, elle a dit que je cherchais des excuses. Pourquoi les adultes n'écoutent-ils jamais? Papa était là, silencieux. Bien qu'il sache que j'ai du mal avec les maths, parfois, j'ai l'impression que personne dans cette famille ne me comprend. J'ai tourné la page, voyant une photo d'un vieux olivier dans notre jardin. À côté, une note. J'ai passé le week-end chez mamie Marguerite. Nous avons fait une tarte aux pommes. Marché dans le jardin, elle m'a montré comment prendre de bonnes photos de la nature, chercher des angles inhabituels, remarquer les détails. Elle a planté cet arbre avec grand-papa quand ils ont acheté la maison. Maintenant, il est si grand. Mamie m'a dit qu'il faisait souvent des pique-niques familiaux dessous, quand papa et oncle Étienne étaient petits. Elle ne m'a pas forcé à faire mes devoirs, ni dit que la photo était une perte de temps. Elle m'a juste écouté. Pourquoi maman ne peut-elle pas être comme ça? Mon cœur s'est serré. J'ignorais que nos week-ends comptaient tant pour Léa. L'entrée suivante était récente. Demain, c'est l'anniversaire de Lucas. Nous allons tous chez oncle Étienne. Mamie Marguerite sera là aussi. J'espère que maman ne parlera pas tout le temps de mes notes. Du ballet, je veux montrer à mamie mes nouvelles photos. Elle est la seule à vraiment les regarder. Au lieu de hocher la tête distraitement, parfois, j'ai l'impression que mamie est la seule à voir la vraie. Moi, pas la fille que tout le monde veut que je sois. J'ai fermé le journal, sentant une boule monter dans ma gorge. Ma petite fille se sentait aussi incomprise que moi. Nous étions entourés de gens qui pensaient savoir ce qui était mieux pour nous, sans demander notre avis. Merci de m'avoir partagé ça. Aïgé dit doucement, rendant le journal à Léa.
Tu ne trouves pas ça idiot? Hein? A-t-elle demandé, incertaine. Non. Ma chérie? J'ai dit, serrant ses épaules. Tes sentiments ne sont jamais idiots. Et tu sais quoi? Tu es une photographe très talentueuse. J'ai vu tes photos dans ton journal. Tu as un vrai don pour voir la beauté dans les choses ordinaires. Le visage de Léa s'est illuminé d'un sourire. Bon, vraiment, j'ai tellement pratiqué, mais maman dit, tout ce que disent les adultes n'est pas vrai. Léger interrompu, doucement. Même les parents se trompent parfois, comme pour la maison de retraite. A remarqué Léa, perspicace. Exactement. J'ai hoché la tête. Ton oncle Étienne pense savoir ce qui est mieux pour moi, mais seul moi peux décider où je vis. Que vas-tu faire? A demandé Léa. J'y ai réfléchi. Que pouvais-je faire? Me rebeller ouvertement contre les plans des enfants, faire une scène, ou accepter silencieusement leur décision? Je ne sais pas encore. J'ai répondu honnêtement, mais je trouverai quelque chose. À ce moment, la voix d'Isabelle est venue d'en bas. Léa, des sens. On va couper le gâteau. J'arrive, maman. A crié Léa, puis s'est tournée vers moi, chuchotant. Et toi, tu dois retourner au garage. J'ai hoché la tête. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai un plan. Juste, ne dis à personne que je suis sortie. D'accord, c'est notre secret. Je retournerai au garage par le passage secret. Personne ne saura, va profiter de la fête. Et souviens-toi, tes photos sont magnifiques. Peu importe ce que dit maman. Léa m'a enlacée, s'éclipsant rapidement. Je suis sortie à la fenêtre, regardant dehors. La chambre de Lucas donnait sur la cour arrière, où il y avait un petit jardin, juste sous la fenêtre. Des buissons d'hortensias épais. Si j'avais 20 ans de moins, j'aurais pu descendre par le treillis, mais à mon âge, ces acrobaties étaient trop risquées. Je devais retourner au garage avant qu'on remarque mon absence. Mais comment, sans attirer l'attention, et que faire avec ce que j'avais appris? Maintenant, je comprenais ce qui se passait dans ma famille. Étienne risquait d'être licencié, voyait la vente de ma maison comme un salut. Clémence était criblée de dettes, mais trop fière pour l'admettre. Simon laissait Isabelle tout contrôler, même quand cela blessait leur fille, et ils me considéraient tous comme un fardeau à écarter en m'envoyant en maison de retraite. Les jardins d'azur. Je ressentais de la colère, du ressentiment, de la déception, mais surtout de la détermination. Je ne les laisserai pas me traiter comme une enfant sans défense. Je prouverai que j'étais encore capable de prendre mes propres décisions, mais d'abord, je devais retourner au garage. Je suis sortie discrètement de la chambre de Lucas, écoutant. J'entendais des voix, des rires, le cliquetis de la vaisselle venant d'en bas. On dirait que tout le monde s'était rassemblé dans la salle à manger pour le grand moment du gâteau. C'était le moment de bouger. Je suis descendue prudemment, restant près du mur, où les marches craquaient moins. Au premier étage, j'ai tourné dans le couloir menant à la cuisine. De là, je pouvais me faufiler dans la réserve. Retourner au garage par le passage secret. La cuisine était vide. Tout le monde était réuni autour de la table festive, dans la salle à manger. À travers l'arche, je voyais Céline apporter le gâteau avec des bougies allumées. Lucas, entouré d'invités, se préparait à les souffler. J'ai saisi l'occasion, glissant dans la réserve, fermant la porte derrière moi. J'ai cherché à tâtons l'entrée du tunnel secret. Il était là où je l'avais laissé, derrière une étagère de conserve. Me faufilant dans le passage étroit, j'ai commencé mon retour au garage. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. Que faire de ce que j'avais appris? Comment utiliser ces informations? Une chose était sûre,
Je ne laisserai pas les enfants décider de mon sort sans moi. Et s'ils voulaient jouer à des jeux dans mon dos, je pouvais jouer mon propre jeu, un jeu avec des règles que j'établirais. Retournant au garage par le passage secret, j'ai soigneusement repoussé l'armoire, regardant autour. Tout était exactement comme je l'avais laissé, la chaise dans le coin, l'ampoule faible au plafond, la porte verrouillée. Si quelqu'un était venu pendant mon absence, il aurait pensé que j'avais simplement bougé dans un coin du garage. Je me suis assise sur la chaise, prenant une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Ce que j'avais appris sur mes enfants pesait lourd sur mon cœur. Étienne risquait d'être licencié, voyait la vente de ma maison comme un salut. Clémence était criblée de dettes, qu'elle cachait à tous. Simon laissait Isabelle prendre toutes les décisions, même quand cela blessait leur fille. Et ils me considéraient tous comme un fardeau à écarter en m'envoyant dans maison de retraite. Mon premier réflexe était de faire irruption dans la maison, leur dire tout ce que je pensais de leurs plans, de leurs secrets. Mais à quoi cela servirait-il? Une autre dispute familiale? Du ressentiment qui couvrait pendant des mois? Non, ça n'accomplirait rien, sauf les éloigner davantage. J'avais besoin d'une autre approche, quelque chose qui les ferait réfléchir à leurs actions, sans les humilier, quelque chose d'assez subtil pour qu'ils apprennent leurs leçons, sans se sentir pris sur le fait. J'ai fermé les yeux, imaginant comment Étienne aurait géré ça. Mon mari savait toujours trouver des solutions sages dans les situations difficiles. Marguerite, dirait-il, les gens changent rarement à cause des critiques, mais souvent grâce à la compréhension. Et là, ça m'a frappé. Je n'exposerai pas leurs secrets, leurs plans. Au lieu de cela, je leur montrerai que je comprenais leurs problèmes, que j'étais prête à aider, mais à mes conditions. Je leur ferai savoir que je ne pouvais pas être exclue des décisions familiales importantes, surtout celles concernant ma vie. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Je devais agir vite, prudemment, à en juger par les sons de musique, de rire venant de la maison. La fête battait son plein. Il coupait le gâteau, distribuait les cadeaux, s'amusait, oubliant complètement que j'étais enfermée dans le garage. C'était le moment parfait pour agir. J'ai repoussé l'armoire, glissant dans le tunnel secret. Cette fois, je bougeais avec plus d'assurance, connaissant chaque tournant. Une fois sorti dans la réserve, j'ai écouté. La cuisine était vide, tous les invités étaient dans le salon, où la musique jouait, les rires résonnaient. Je suis sorti discrètement de la réserve, traversant la cuisine jusqu'au couloir. Je devais atteindre le 2e étage sans attirer l'attention. Heureusement, l'escalier était à l'autre bout de la maison, loin du salon. Une fois en haut, je suis allé directement dans la chambre d'Étienne et Céline. Leur chambre était impeccable, typique de Céline avec son amour de l'ordre. Il y avait un bureau près de la fenêtre, où Étienne travaillait souvent à la maison. Ses documents devaient être là. J'ai commencé à trier soigneusement les papiers sur le bureau. La plupart étaient des factures, des brochures publicitaires, des notes, mais dans le tiroir du haut, j'ai trouvé un dossier intitulé « Projet Les Oliviers ». À l'intérieur, des documents sur un nouveau projet de centre commercial, une carte de la zone avec les propriétés marquées. Ma maison était entourée d'un cercle rouge avec le mot « Priorité ». À côté, un autre document, une note de la direction de la compagnie d'assurance indiquant des réductions d'effectifs, que le département d'Étienne devait montrer des résultats d'ici la fin du trimestre, sinon il serait dissous. Tout correspondait à ce que j'avais entendu. J'ai pris les documents, les mettant dans une enveloppe préparée à l'avance. À l'intérieur, un relevé bancaire, une copie du document reçu la semaine dernière, montrant le soldat de mon comté d'épargne. Un montant impressionnant qu'Étienne et moi
avions économisé toute notre vie. J'ai joint une note au relevé. Étienne, je sais pour tes problèmes au travail, le projet de centre commercial. Je sais aussi que tu vois la vente de ma maison comme une solution. Mais ma maison n'est pas juste un bien immobilier. C'est un lieu qui garde les souvenirs de ton père, ton enfance, notre famille. Si tu as besoin d'argent, parlons-en ouvertement. Je peux t'aider avec un prêt à des conditions avantageuses, mais je prendrai mes propres décisions sur ma vie, avec amour. Maman, l'étape suivante était la chambre de Clémence. Quand elle venait chez Étienne, elle restait dans la petite chambre d'âme mise au bout du couloir. Je m'y suis glissée, voyant ses affaires éparpillées sur le lit, typique de Clémence, jamais connue pour son ordre. Sur la table de chevet, son carnet relié de cuir usé. Je connaissais ce carnet. Clémence le portait toujours. Y notant ses idées pour ses poteries, je l'ai pris, feuilletant les pages, trouvant sur les dernières des colonnes de chiffres avec des notes comme loyer, furnitures, facture de service, les montants soulignés en rouge avec des points d'interrogation, d'exclamation à côté, griffonnés dans la marge, appeler la banque pour un sursis. J'ai soigneusement arraché ces pages, les mettant dans une autre enveloppe. À l'intérieur, une carte de visite de mon amie Hélène Martin, qui dirigeait une galerie d'art au centre-ville, et une note. Clémence, je sais pour tes difficultés financières, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous sommes une famille, nous devons nous aider dans les moments difficiles. J'ai parlé à Hélène de la galerie Azur. Elle a vu ton travail à la foire artisanale, était très intéressée. Appelle-la, ça pourrait résoudre ton problème de loyer d'atelier. Et souviens-toi, il n'y a pas de honte à emprunter de l'argent, mais il y en a à ne pas le rembourser. Je suis toujours prête à aider, sans rien demander en retour. Demande juste, avec amour, maman. Maintenant, la partie la plus difficile, trouver quelque chose appartenant à Isabelle. Simon n'était pas un problème. Il suivait le courant, laissant sa femme prendre toutes les décisions. La clé pour changer la situation était Isabelle. Je suis retournée dans le couloir, écoutant. La musique jouait encore. La fête continuait. J'avais du temps. Simon et Isabelle restaient dans la grande chambre d'amis, près de la chambre des enfants. J'ai ouvert la porte, prudemment, glissant à l'intérieur. Leurs vêtements étaient sur le lit, soigneusement pliés, clairement l'œuvre d'Isabelle. Sur la table de chevet, j'ai vu son téléphone, c'était risqué, Isabelle pouvait le prendre à tout moment. Mais je n'avais besoin que d'un instant. J'ai saisi le téléphone, parcourant rapidement la galerie de photos. Il y avait beaucoup de photos de Camille à divers concours, Olympiades, mais presque aucune de Léa. Les rares montraient la fille en cours de ballet, l'air malheureuse, maladroite. J'ai choisi une photo de Léa à un spectacle de ballet. L'envoyant à l'imprimante du bureau d'Étienne, je savais que son téléphone et l'imprimante étaient connectés sans fil. Puis j'ai trouvé une photo dans la galerie d'Isabelle, prise il y a quelques mois lors d'un pique-nique familial, montrant Léa assise sous un arbre, photographiant le coucher de soleil, son visage concentré, inspiré. J'ai aussi envoyé cette photo à l'imprimante. J'ai reposé le téléphone, me hâtant vers le bureau d'Étienne pour récupérer les impressions, comme prévu. Les 2 photos étaient là. Je les ai prises. Revenant dans la chambre de Simon et Isabelle, j'ai laissé l'enveloppe avec les photos et une note sur la table de chevet de Simon. Simon, Isabelle, regardez ces 2 photos, laquelle montre Léa heureuse. Chaque enfant est unique, talentueux à sa manière. Léa est une photographe naturelle avec une vision incroyable du monde. Pourquoi la forcer à faire du ballet, qu'elle déteste, Simon? Parfois,
Il faut trouver le courage de s'opposer à ceux qu'on aime, quand c'est pour le bien de son enfant. Isabelle, aimer un enfant, c'est l'accepter tel qu'il est, pas en faire une copie de soi. Léa se sent incomprise. Seule, parlez-lui. Vraiment parlez-lui. Avec amour. Mamie Marguerite. Maintenant. Il ne restait qu'à retourner au garage et attendre. J'allais partir quand j'ai remarqué une pile de brochures brillantes sur la table, près de la fenêtre, celle du dessus intitulée « Les jardins d'azur, une vie digne dans vos années dorées ». Je l'ai prise, feuilletant. Photos magnifiques de terrains soignés, chambres lumineuses, personnes âgées souriantes, et des prix qui m'ont coupé le souffle. Maintenant, je comprenais pourquoi Étienne tenait tant à vendre ma maison. 1 mois à les jardins d'azur suffirait à épuiser mes économies en quelques années. J'ai reposé la brochure. Arrachant la page des prix, je prévoyais de l'utiliser plus tard. Descendant. J'ai entendu la musique s'estomper, les voix venant du salon. La fête semblait se terminer. Je devais me dépêcher. Je me suis glissé dans la cuisine, à travers la réserve jusqu'au passage secret, me frayant un chemin dans le tunnel étroit. Je suis sorti dans le garage, repoussant l'armoire. Puis je me suis assise sur la chaise, attendant. Moins de 5 minutes plus tard, la porte du garage s'est ouverte. Isabelle est apparue sur le seuil. « Marguerite » a-t-elle appelé, regardant la pièce faiblement éclairée. « Êtes-vous là ?» Je me suis levée, feignant une légère confusion. « Mais bien sûr, où pourrais-je être si la porte était verrouillée de l'extérieur ?» Isabelle semblait légèrement embarrassée. « Nous vous avons complètement oublié avec toute la fête. » A-t-elle dit maladroitement. « Étienne m'a demandé de vous dire qu'il est désolé pour le malentendu avec la porte. » Malentendu? J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire que vous ne m'avez pas délibérément enfermé pour discuter de m'envoyer en maison de retraite? Isabelle a pâli. Quoi? Non, bien sûr que non. Nous connais. Elle a bégayé, ne sachant comment s'en sortir. Peu importe, l'ai-je balayé. Où sont mes petits-enfants? Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Lucas. Ils sont au salon. Isabelle s'est écartée, me laissant passer. Mais comment saviez-vous pour la maison de la communauté de retraités? L'ai-je interrompu. Les murs sont fins. J'ai haussé les épaules. Et j'ai une excellente ouïe. Charge. Je me suis dirigée vers la maison, laissant Isabelle debout sur le seuil du garage, l'air confus. La première partie de mon plan était en place. Les enfants trouveraient mes messages en retournant dans leur chambre. Maintenant, je devais me préparer pour la deuxième partie, le dîner familial, où je dirais enfin ce que je pensais de leur plan pour moi. Entrant dans la maison, je suis allée au salon, où Lucas et les autres enfants jouaient à des jeux vidéo. Mon petit-fils, me voyant, a levé les yeux de l'écran. Mamie, on pensait que tu étais rentrée. Comment pourrais-je partir sans te souhaiter un joyeux anniversaire? Aïe, j'ai souri, l'enlaçant. As-tu aimé mon cadeau? Beaucoup. Lucas a exclamé. J'ai déjà commencé à assembler l'avion. Veux-tu voir? Bien sûr. J'ai hoché la tête. Où est-il? En haut. Dans ma chambre. Lucas m'a tiré par la main. Ah, viens, je te montre. Nous sommes montés à sa chambre, pendant que Lucas me montrait avec enthousiasme les pièces de l'avion sur la table. Je jetais un œil furtif dans le couloir. À tout moment, un adulte pouvait entrer dans sa chambre, découvrir mes cadeaux. « Mamie, tu m'écoutes ?» Lucas a remarqué ma distraction. « Bien sûr, mon chéri. »
AIG sourit, coupable. Oh, je pensais juste à comme tu grandis vite. On dirait hier que je t'apprenais à faire du vélo. Et maintenant, tu as 14 ans. Lucas a souri timidement. Eh bien, mamie, tu es toujours la même. Chichi. Pas tout à fait. L'UIG fait un clin d'œil. Avec l'âge, on devient plus sage ou plus grincheux. J'essaye de choisir le premier. Qui La voix forte d'Étienne est venue du couloir. Maman, es-tu là? Isabelle a dit qu'elle t'avait libéré du garage. Je suis avec Lucas. AIG criait. Ah, j'admire son nouvel avion. Étienne est apparu à la porte avec un sourire forcé. Te voilà? Nous étions inquiets. Vraiment? J'ai haussé un sourcil, ironique. Je pensais que vous m'aviez oublié, enfermé dans le garage. Étienne semblait embarrassé. Maman, c'était un malentendu. Clémence a dû fermer la porte par accident. Bien sûr, un accident. AIG hochait la tête, impassible. Et la conversation sur la maison de retraite était aussi un accident. Le visage d'Étienne s'est allongé. Tu as entendu? Discutons-en au dîner. AIG tapoté sans bras. Toute la famille. Puisque vous avez décidé que mon avenir est une affaire familiale, décidons ensemble. Céline a dit qu'elle avait préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Ah, oui, Maï. Étienne n'était clairement pas préparé à ce tournant. Parfait. AIG sourit, ne le laissant pas finir. Lucas. Descends, quand tu auras fini avec l'avion, mamie a une autre surprise pour toi. J'ai quitté la pièce, laissant Étienne confus. Le plan fonctionnait mieux que prévu. Maintenant, je devais attendre que mes messages soient découverts, me préparer pour le dîner familial, où la dernière scène de ma petite revanche se déroulerait descendant. Je suis entré en cuisine, où Céline préparait le dîner. Comment puis-je aider? AIG demandé, retroussant mes manches. Céline m'a regardé, surprise. Marguerite, ce n'est pas nécessaire. Mais je veux... L'AIG interrompu. Après tout, le dîner familial est une belle occasion de parler de beaucoup de choses. Céline a dégluti nerveusement, me tendant un couteau. Alors, peut-être pourriez-vous couper la salade. J'ai pris le couteau, commençant à hacher soigneusement les légumes, me préparant mentalement pour la conversation à venir. Maintenant que la première partie de mon plan était en marche, il ne restait qu'à attendre la réaction des enfants, exécuter la partie finale, une conversation ouverte sur ce que j'avais entendu pendant mon assignation à résidence. J'étais envahi d'un étrange sentiment, mélange de ressentiment, de détermination, et curieusement, d'espoir. Peut-être ce jour, commencé par une humiliation, serait le début d'une relation nouvelle, plus honnête dans notre famille. Du moins, j'avais tout fait pour orienter les événements dans cette direction. Maintenant, il ne restait qu'à attendre que mes enfants montent dans leur chambre, découvrent mes cadeaux. Puis nous nous assiérions à table pour parler, vraiment parler, comme une famille qui respecte chacun de ses membres, y compris une vieille enseignante à la retraite, encore capable d'enseigner une leçon à ses enfants adultes. J'ai fini de couper les légumes pour la salade, passant le bol à Céline, qui dressait la table. La maison devenait plus calme. La partie principale de la fête était terminée. L'excitation des enfants pour les cadeaux. Le gâteau commençait à s'estomper. Marguerite, pourriez-vous appeler tout le monde à table? A demandé Céline, sortant un gratin parfumé du four. Le dîner est prêt? J'ai hoché la tête, me dirigeant vers le salon où Étienne et Simon parlaient doucement dans un coin. Clémence était sur le canapé, feuilletant un magazine. Les enfants jouaient à un jeu de société sur le tapis.
le dîner est prêt. Aïe, j'ai annoncé. Céline a fait un gratin. J'arrive, a répondu Clémence, posant son magazine. Je meurs de faim. Nous arrivons, a hoché Étienne. Finissons juste notre conversation. J'ai remarqué une lueur d'anxiété dans ses yeux. Il craignait, probablement, que je révèle ce que j'avais entendu. Prenez votre temps. Aïe, j'ai souri. Je vais aider Céline à dresser la table. En revenant en cuisine, j'ai entendu Étienne dire doucement à Simon, « Nous devons monter avant le dîner. Je veux vérifier des documents. » Le plan fonctionnait. Je suis retournée auprès de Céline, l'aidant à porter les plats à la table, du coin de l'œil. J'ai vu Étienne monter au 2e étage. Quelques minutes plus tard, il est redescendu, tenant mon enveloppe, son visage pâle. « Ça, tout va bien, mon chéri ?» ai-je demandé innocemment. « Tu as l'air inquiet. »« Ça va. » a-t-il dit, cachant l'enveloppe dans sa poche de pantalon. « Je cherchais juste quelque chose. »« J'espère que tu l'as trouvé. » ai-je continué, dressant la table, feignant de ne rien remarquer. Clémence est aussi montée, disant qu'elle devait vérifier son téléphone laissé dans sa chambre. À son retour, ses yeux étaient légèrement rouges. Elle serrait nerveusement son carnet. Simon et Isabelle ont été les derniers à monter, devant vérifier si les affaires des enfants étaient prêtes. Ils sont restés plus longtemps, et à leur retour, l'atmosphère entre eux avait clairement changé. Isabelle semblait irritée, Simon inhabituellement pensif, déterminé. Quand tous se sont réunis à table, j'ai remarqué que mes enfants évitaient de se regarder, de me regarder. Seuls mes petits-enfants restaient animés. Lucas parlait de ses plans pour l'avion, Camille se vantait de ses succès à l'école, Léa était assise en silence à côté de moi, me lançant des regards complices. Délicieux gratin. Céline. I get it. Brisant le silence gênant entre les adultes, il faudra partager la recette. Merci, Marguerite. Céline a souri faiblement. Oh, c'est une vieille recette de ma mère. La conversation à table était tendue, hachée. J'ai posé des questions aux petits-enfants sur l'école, discuté recette avec Céline, parlé du temps, des sujets neutres habituels. Mais la tension montait, je la sentais atteindre un point d'ébullition. Enfin, quand le dessert a été servi, les enfants se sont excusés pour retourner à leur jeu. Étienne s'est éclairci la gorge. « Maman ?» a-t-il dit, sortant mon enveloppe de sa poche. « Nous devons parler de ce que tu as laissé dans nos chambres. » Tous à table se sont figés. Clémence a serré son carnet plus fort. Simon s'est redressé. Isabelle a pincé les lèvres. Oui. Ai-je feinte la surprise? Et de quoi s'agit-il? Tout le 16, Étienne a déplié l'enveloppe, sortant mon relevé bancaire. Ceci, et les notes que tu as laissées, comment es-tu même sorti du garage? Pensais-tu vraiment pouvoir enfermer une enseignante qui a géré des enfants inventifs pendant 37 ans? J'ai souri. Votre père était un touche-à-tout. Il y a des passages secrets dans cette maison que vous ne connaissez même pas. Des passages secrets? Isabelle a demandé, incrédule. Il y a une porte secrète dans le garage menant à la réserve de la cuisine. Ai-je expliqué? Étienne l'a faite il y a des années, pour glisser des cadeaux de Noël dans la maison. Je ne savais pas. A marmonné Étienne. Bien sûr que non. Ai-je hoché la tête. Sinon, ce ne serait pas un secret. Mais ce n'est pas une question de passage secret. C'est que j'ai entendu votre conversation pendant que j'étais enfermée, la conversation sur m'envoyer en maison de retraite.
Les jardins d'azur. Mes enfants avaient l'air honteux. Étienne a baissé la tête. Clémence a commencé à triturer sa serviette. Simon s'est agité sur sa chaise. Maman. Nous ne voulions pas te blesser, a enfin dit Étienne. Nous pensions que ce serait mieux pour toi. Vous vivez seul dans une grande maison que j'aime. J'ai dit fermement. La maison où j'ai vécu avec votre père pendant 42 ans. Une maison où chaque coin garde les souvenirs de notre famille. Et vous avez décidé que je serais mieux à les jardins d'azur, entourés d'étrangers, loin de tout ce qui m'est cher. Nous nous inquiétons pour ta sécurité, a interjeté Simon. Et si tu tombes ou tombes malade, qui t'aidera? Il y a le téléphone pour ça. J'ai haussé les épaules. Et des voisins qui passent presque tous les jours. Je ne suis pas recluse, Simon. J'ai des amis, des activités, une vie. Est-le faux? A demandé Étienne. Tu as oublié d'éteindre le gaz. C'est dangereux. Une fois en 5 ans, j'ai secoué la tête. Ça arrive à tout le monde. Votre père a laissé le fer à repasser allumé toute une journée quand vous étiez petit. Mais personne n'a suggéré de l'envoyer en maison de retraite pour ça. Étienne a rougi, détournant le regard. Étienne. J'ai continué plus doucement. Je sais pour tes problèmes au travail, je sais que tu pourrais perdre ton emploi si tu n'attires pas de nouveaux clients pour le projet de centre commercial, les Oliviers, et je comprends pourquoi ma maison semblait une solution pratique. Maman, je n'avais pas l'intention de t'utiliser. Étienne semblait sincèrement bouleversé. C'est juste arrivé. Ça n'est pas juste arrivé. J'ai secoué la tête. Tu as vu une opportunité et décidé de la saisir. Mais au lieu d'en discuter ouvertement avec moi, vous avez comploté dans mon dos. Nous savions que tu résisterais, a dit Clémence doucement. Ah, tu as toujours été têtue. Parce que c'est ma vie, j'ai répondu fermement. Et c'est à moi de prendre des décisions à ce sujet, pas à mes enfants, même avec les meilleures intentions. La pièce s'est tuée. Puis Clémence a soupiré, ouvrant son carnet où se trouvait ma note. Tu as raison pour les dettes, a-t-elle admis. J'aurais dû t'en parler. J'avais juste honte. Ma chérie, j'ai tendu la main, serrant la sienne. N'aie jamais honte de demander de l'aide à ta famille. C'est à ça que sert la famille, pour se soutenir. J'ai appelé ton amie Hélène Martin. Clémence a reniflé légèrement. Elle est vraiment intéressée par mon travail. Nous nous rencontrons lundi pour discuter de l'exposition. Je suis si curieuse pour toi. J'ai sourit. Ah, tu as toujours été talentueuse. Il te fallait juste une chance de le montrer au monde. Simon s'est éclairci la gorge. Maman, à propos de Léa, tu as raison. Nous n'avions vraiment pas remarqué son intérêt pour la photographie. Isabelle m'a montré les photos qu'elle a prises. Elles sont magnifiques. Je sais. J'ai hoché la tête. Elle a ta vision du monde. Simone, souviens-toi comme tu aimais dessiner. Petit, tu demandais toujours des peintures pour ton anniversaire. Je m'en souviens. Simone a souri tristement. Puis j'ai grandi, décidé que ce n'était pas sérieux. Qui t'a dit que ce n'était pas sérieux? J'ai demandé. Bien que je connaisse la réponse, Simon a jeté un rapide coup d'œil à Isabelle, qui était assise, dos droit, lèvres pincées. Je veux un avenir stable pour notre fille. A-t-elle dit, la photographie est un hobby, pas une profession. Annie Leibovitz pourrait ne pas être d'accord. J'ai remarqué.
Tout comme beaucoup d'autres photographes à succès, Isabelle, je comprends ton désir de donner le meilleur avenir possible à tes enfants, mais parfois, le meilleur avenir est celui qu'ils choisissent eux-mêmes, suivant leur talent. Leur passion, Isabelle n'a pas répondu, mais j'ai remarqué que sa posture s'était légèrement détendue. Quoi qu'il en soit, AIG dit, regardant tout le monde. Je sais que vous vous inquiétez pour moi, et je l'apprécie, mais je ne vais pas à les jardins d'azur. Je reste dans ma maison avec mes souvenirs, mon jardin. Et si vous voulez vraiment aider, venez me voir plus souvent. Amenez les enfants, appelez, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça est pour l'aide à la maison, a demandé Étienne. Peut-être pourrions-nous engager quelqu'un pour les tâches lourdes, tendre la pelouse. Par exemple, ce serait bien. AIG acquiescé, bien que je sois encore capable de passer l'aspirateur, de cuisiner. Et peut-être pourrions-nous établir un planning, a suggéré Clémence, pour que l'un de nous te rende visite au moins une fois par semaine. J'adorerais. AIG sourit. Surtout si vous amenez les enfants. Je pourrais aider avec l'ordinateur. S'est proposé Simon. T'installer un meilleur Internet, peut-être des appels vidéo, pour qu'on se voie plus souvent. Ne transformez pas ma maison en vaisseau spatial. L'UIG fait un clin d'œil. Je préfère encore les livres papier aux électroniques. Tout le monde a ri. La tension dans l'air s'est nettement relâchée. Et tes problèmes au travail? Me suis-je tourné vers Étienne. Comment puis-je aider? Étienne a réfléchi un instant. Tu pourrais parler à tes voisins du projet? A-t-il suggéré? Pas pour les convaincre de vendre leur maison, mais pour les rassurer que les changements dans le quartier ne seront pas mauvais. Le centre commercial apportera de nouveaux emplois. Commodité. Je vais y penser. AIG hochait la tête. Mais pas de pression sur eux. D'accord. D'accord. Étienne a souri, soulagé, après le dîner, quand les enfants ont été appelés pour le dessert, l'atmosphère était nettement plus chaleureuse. Léa s'est assise à côté de moi, serrant discrètement ma main sous la table. Ça a marché, a-t-elle chuchoté. Mieux que prévu. AIG répondit doucement. Nous avons fini le dessert. Céline a proposé du café pendant qu'elle le préparait en cuisine. Étienne s'est assis près de moi. Maman. J'aimerais revenir sur la conversation à propos du prêt mentionné dans ta note. A-t-il dit? Ça m'aiderait vraiment maintenant? Bien sûr. J'ai hoché la tête. Passe à la maison dans la semaine. Nous discuterons des détails. La famille doit se soutenir. Étienne, toujours. Quand il fut temps de dire au revoir, j'ai enlacé chacun de mes enfants, petits-enfants. Même Isabelle, d'habitude réservée, m'a enlacé en retour avec une chaleur inattendue. Venez me voir le week-end prochain. Et AIG suggéré, debout dans le couloir. Nous ferons un barbecue dans le jardin, si le temps est clément. Et nous serions ravis, a répondu Simon. Les filles adorent ton jardin. Et j'apporterai mes nouvelles peintures à te montrer, a ajouté Clémence. Peut-être pourras-tu m'aider à choisir les meilleures pour l'exposition. Bien sûr. AIG sourit quand Simon, Isabelle et leurs filles sont partis, et Clémence à son appartement au-dessus de l'atelier. Étienne m'a aidé à charger mes affaires dans la voiture. Maman. Il s'est arrêté près de ma vieille Citroën. Je suis désolée pour tout. Je pensais vraiment savoir ce qui était mieux pour toi, sans demander ce que tu voulais. Nous faisons tous des erreurs parfois. AIG caressait sa joue. Même les mères.
Souviens-toi juste que je suis encore capable de prendre mes propres décisions. Ah, je m'en souviendrai, a-t-il promis. Je suis monté en voiture, démarrant le moteur. Lucas a couru sur le porche, agitant la main. Oh, au revoir, mamie. Merci pour l'avion. Au revoir, mon chéri. Aïgé agitait la main en retour. Sois sage. En m'éloignant, j'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Étienne, Céline et Lucas étaient sur le porche. Me regardant partir, il semblait différent de ce matin, plus chaleureux, plus proche, plus comme une famille. Ma petite revanche avait fonctionné. Bien que ce ne fût pas une revanche au sens habituel, je ne voulais pas humilier ou faire honte à mes enfants. Je voulais qu'ils me voient, non comme une vieille femme sans défense qu'on peut écarter, mais comme une personne avec ses désirs, ses sentiments, son droit de choisir. Et il semblait qu'ils me voyaient, enfin, sur le chemin du retour. Je pensais à comment un jour peut changer des relations construites sur des années, à combien souvent nous oublions que nos parents ne sont pas juste des parents, mais avant tout des personnes avec leurs espoirs, leurs peurs, leur droit au respect. Ma maison m'a accueilli avec son silence habituel. J'ai allumé la lumière dans le couloir, souriant en regardant les photos sur le mur. Étienne, les enfants, les petits-enfants, toute notre vie capturée dans ces images. Tu aurais été fier de moi aujourd'hui, Étienne? Aïgé dit à voix haute, regardant la photo de mon mari. Sam, je n'ai pas fait de scène, ni piqué de crise. Je les ai juste fait comprendre. Il me semblait que ses yeux sur la photo me souriaient en retour. Je suis entré en cuisine, mettant la bouilloire. Ça avait été une journée longue, mouvementée, et j'étais fatigué, mais d'une bonne fatigue. Celle qui vient après une petite, mais importante victoire. Assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, j'ai souri à mes pensées. La meilleure revanche n'est pas une revanche du tout, mais une compréhension que j'espérais que mes enfants avaient enfin acquise aujourd'hui. La compréhension que je suis encore là, toujours partie de leur vie, et toujours capable de leur enseigner une ou deux leçons. Après tout, enseigner n'est pas juste une profession, c'est une vocation qui ne s'arrête pas avec la retraite, surtout quand il s'agit de ses propres enfants qui, il s'avère, ont encore une chose ou deux à apprendre de leur mère,